Alors, chers utilisateurs, l'objectif de cette vidéo sera de vous présenter l'ERP de Innova, les différents modules qui sont dans ce ERP, et on va s'en suivre d'autres vidéos qui vont vous parler en détail de ces différents modules-là. Et ces vidéos qui vont s'en suivre vont faire l'objet de manuels dynamiques que l'utilisateur pourra utiliser pour se former. Alors, d'entrée, vous allez voir, nous sommes dans l'interface de l'ERP Innova. Vous allez voir, c'est un ERP qui est un logiciel web que moi j'ai pu atteindre à travers le navigateur Chrome. D'autres peuvent l'atteindre avec d'autres navigateurs. Et donc, j'ai utilisé ce lien-là pour l'atteindre. Donc, les autres qui voudront l'utiliser, selon les liens qu'on leur aura paramétrés, communiqués, ils pourront utiliser ces liens-là. À droite, vous allez voir nos ERP Innova avec nos logos. À gauche, vous allez voir le lien, mes identifiants et puis mot de passe et je peux directement accéder au logiciel. Alors donc, je suis dans le logiciel. Comme vous voyez, la particularité sur le logiciel, c'est que tous les modules, en tant que module de l'administrateur et d'autres modules, ont toujours un tableau de bord qui donne un certain nombre d'informations pour la prise de décision. Donc, pour l'administrateur, vous voyez déjà, il me donne un tableau de bord qui me montre le nombre de dossiers qui sont sur le logiciel, le nombre de collaborateurs, les prévisions, les réalisations, les sources de financement, le nombre d'utilisateurs, les dettes, créances, et puis les graphiques en dessous ici pour nous montrer le niveau des créances sur 10 ans et le niveau des dettes sur 10 ans. Effectivement, en plus de ça, nous avons le niveau des prévisions d'engagement et réalisation, un graphe croisé et le coût total des formations. Alors donc, plus tard, vous allez voir que je suis connecté à un dossier qui se nomme dossier test 1. Je suis dans l'exercice comptable 2023 et je suis connecté en tant que salle Innova. Voilà. Donc, en dessous, vous voyez les différents modules qui sont sur le logiciel, sur le ERP. J'ai le module administration, le module comptabilité budgétaire, comptabilité matière, comptabilité générale, comptabilité analytique, gestion de personnel, archivage électronique, suivi et variation, variation de marché et le logiciel de trésorerie. Voilà les logiciels qui font environ une dizaine qui sont sur ce module-là. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer le logiciel administration et ensuite nous allons rentrer dans les autres modules. Alors, la particularité aussi dans ce logiciel, c'est que tout est lié. D'ailleurs, c'est un ERP, c'est normal. Tout est lié et vous allez le constater au fur et à mesure que nous sommes en train de faire la présentation. Alors donc, l'objectif aussi, c'est de tenir dans le temps. C'est une présentation qui va prendre environ une vingtaine ou une trentaine de minutes au plus tard. Et nous allons pouvoir présenter tous les modules. Alors, vous voyez ici, il y a le module utilisateur, le monnaie, taux de conversion, paramétrage et puis besoin de stock. Utilisateur, c'est ici que je peux paramétrer un utilisateur et lui accorder tous les droits possibles. Donc ça, je peux paramétrer par exemple un utilisateur que je peux nommer John Doe. Soit le mail est très important ici. Et l'entreprise à laquelle je voudrais rattacher à l'utilisateur, c'est important. Cela voudra dire que je peux créer un utilisateur qui peut voir des dossiers que d'autres ne voient pas. Et ainsi de suite. Donc, selon les droits et les accès que j'aurais donnés à l'utilisateur. Donc, ici, la particularité aussi, c'est que lorsque vous ajoutez l'utilisateur, le mail, il m'envoie un mail automatiquement. Et à tous les niveaux, vous allez voir ça dans le logiciel. Il y a une communication interactive à travers le mailing que le logiciel utilise beaucoup pour connecter avec les différents utilisateurs. Vous voyez, il va envoyer un mail à l'utilisateur pour lui demander avec un mot de passe à titre indicatif qui lui demandait de confirmer ou d'infirmer ce mot de passe. Il a le choix de le faire. Donc ensuite, je peux voir également la liste. Je peux voir dans ce module administration les autres fonctionnalités comme la monnaie, parce que le logiciel est multi-monnaie. Je peux paramétrer des monnaies locales, des monnaies locales, monnaie étrangère, pour permettre à ce que les états comptables, les états financiers puissent sortir dans ces monnaies paramétrées. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ajoute le libellé, le code,
et je mets le symbole. Après, je vais mettre les taux de conversion quelque part ici. Si j'ajoute les taux de conversion, je peux choisir la monnaie locale, la monnaie étrangère et le taux de conversion. Et à chaque fois que je le fais, il va pouvoir paramétrer plusieurs monnaies et plusieurs taux de conversion et je sais que je peux établir, sortir ces états financiers en son temps dans ces monnaies-là. Ensuite, il y a dans le module paramétrage. Dans le module paramétrage, j'ai le choix ici de suivre un certain nombre de choses. Par exemple, je peux déjà créer le profil de différents dossiers que je veux créer. Il faut être content ici de notifier que le dossier, le logiciel est paramétré sous deux plans comptables. Il y a le plan comptable 6 WADA révisé et le plan comptable 6 BNL qui est paramétré. Donc, à chaque fois que je crée un dossier, j'ai le choix de lui associer le plan comptable que je voudrais associer au dossier. En fonction du fait que ça soit un dossier à une société à but lucratif, comme que ce soit un projet ou une structure étatique qui n'est pas à but lucratif. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça, je peux rattacher les différents registres de commerce, les décisions de création de projet, les conventions, un certain nombre de choses que je peux rattacher à ce niveau lorsque je paramètre le dossier comptable. Ensuite, je peux exporter les bases de données ou importer aussi les fichiers. Donc, à chaque fois que je travaille, j'ai le choix de faire ma propre sauvegarde automatiquement sans attendre. Comme on peut aussi faire un paramétrage dans le logiciel pour que le logiciel fasse des sauvegardes automatiques périodiquement. Voilà autant de choses qu'on peut faire ici. Donc, l'un des modules les plus importants ici, c'est le profil c'est l'historique, je vais dire. Dans l'historique, j'ai le choix à chaque fois de voir les différentes actions qui sont menées par les différents utilisateurs dans le logiciel. Ouais, par exemple, ici, je vois que cette personne-là, du nom de Innova, prénom Salle, à la date du 19 août 2024, s'est connecté à 8h52 dans le module administration et a fait un ajout d'exercice. Donc, je peux savoir instantanément et c'est un rapport que je peux étirer, imprimer et déposer ou communiquer à qui de droit à tout moment sur ceux qui ont interagi dans le logiciel. Ensuite, il y a un module qui est important, qui est partagé dans tous les logiciels qui sont sur ce TRP, c'est le module de besoin de stock. Parce que nous partons du principe que les utilisateurs peuvent avoir besoin de fourniture ou de matériel d'immobilisation. Ils passent par ce module-là pour communiquer aux responsables logistiques ou bien comptabilité matière les besoins qu'ils ont en stock et celui-ci reçoit un mail instantanément pour satisfaire ou infirmer ou ne pas satisfaire, je veux dire, la demande qui lui est adressée par le département. Donc ici, je vois le motif, le bureau qui demande la fourniture, le matériel, et j'ai le collaborateur qui veut cela. Une fois que je fais ajouter et je fais envoyer, il reçoit cela instantanément, il peut satisfaire ça. Parce que le but est d'éliminer au maximum l'interaction des hommes dans le cadre de l'utilisation de ce ERP-là. Donc, tous ceux qui sont connectés ont des liens, ont des échanges qui se font. Par exemple, dans le module comptabilité, comme vous allez voir tout à l'heure, les écritures, le comptable passe très peu d'écritures. Les écritures sont générées directement dans la comptabilité à travers les interactions du responsable ou bien du comptable budgétaire, la trésorerie, les ressources humaines et le stock. Vous voyez, tout ça est reversé en écriture en attente. Donc, comme vous le constatez, je suis rentré directement dans le module de comptabilité générale. Et je le disais tantôt, à chaque fois que vous changez de module, vous rentrez dans un nouveau module, vous allez voir toujours, il va vous présenter un tableau de bord. Ici, dans la comptabilité générale, il nous montre le nombre de journaux qui ont été créés, le nombre d'exercices comptables sur ce dossier, les créances et dettes et les graphiques liés aux créances et dettes. Ils sont très dynamiques. Et ici, les modules qui sont composés dans le module, dans le RP sur le logiciel comptabilité. Voilà, vous avez vu, il y a les écritures comptables, les comptes, le journal, les éditions, les plans comptables,
les immobilisations, la consolidation, etc. Lettrage, balance âgée, rapprochement, paramétrage, et puis besoin en stock, comme je le disais tout à l'heure. Alors, dans le paramétrage, vous allez voir, j'ai le choix de faire un certain nombre de paramétrages avant l'utilisation de ce logiciel. Par exemple, je peux importer des comptes, importer des journaux, importer carrément une comptabilité et des immobilisations. J'ai le choix, je peux faire des clôtures périodiques. Par exemple, je décide de faire les clôtures chaque trimestre ou chaque mois. J'ai le choix ici de le faire. Une fois que c'est fait, c'est pas irréversible. Si c'est les clôtures périodiques, l'éditeur le l'administrateur peut déclôturer quand le droit de lui est offert. Donc, il y a également la clôture périodique, la clôture annuelle, je veux dire, après la validation du conseil d'administration. En fait, il y a les listes des tiers, et puis les journaux à importer, et puis l'importation du plan comptable 6BNL ou du plan comptable 6 révisé. Sans oublier le plan comptable, je veux dire le plan comptable personnalisé qui avait été peut-être utilisé dans un ancien logiciel. Bref, tout ça est compris dans le module de paramétrage. Ensuite, j'ai le choix de paramétrer des signataires. Donc, quand j'ajoute un signataire, ça permet de savoir qui signe les documents ici. Donc, ici, vous mettez le nom, le prénom, sa fonction, s'il est toujours actif, parce que le signataire peut toujours être actif dans la société ou dans la structure. Donc, le type d'édition qu'il doit signer, nous les sélectionnons ici, mais dans le cas d'espèce, il me semble que c'est seulement la fiche d'imputation seule qui est un élément qu'on peut signer. Ensuite, vous allez voir, j'ai la possibilité ici de faire des rapprochements bancaires automatiques. Quand je dis automatique, c'est vraiment automatique parce qu'ailleurs, ce n'est pas évident de faire des états de rapprochement automatique. C'est beaucoup plus manuel. Donc ici, vous ajoutez le fichier, le plan comptable, le relevé bancaire dans le format MT940, qui est un format qui est très disponible. Vous le demandez à votre banquier, il va vous le fournir. Le logiciel, lui, le reconnaît, il va le rattacher directement et pouvoir convertir cela et faire des pointages automatiques avec les écritures comptables tout en ayant le choix de mettre le solde d'ouverture et il va vous sortir les écarts ou bien vous donner le solde rapproché automatiquement. S'il y a des écarts, il vous propose également, les écritures sont proposées automatiquement, vous les complétez et vous les générez dans la comptabilité et il corrige le solde. Ça, c'est quelque chose qui est disponible. Il y a également le lettrage, qui est un élément très important pour pouvoir suivre les créances et les dettes. Donc ici, par exemple, vous voyez, ce compte, par exemple, cette écriture a été lettrée, donc on voit clairement le compte 411 qui est une créance qui a été lettrée avec la lettre C. Donc, on voit clairement que ici, il y a eu 50 millions au débit, 50 millions au crédit. Donc, effectivement, c'est ce compte-là ou alors ces montants qui ont été payés, cette créance-là qui a été payée. Donc, la lettre C intervient. Donc, vous faites cette lettrage, ce lettrage-là de façon très approfondie et vous donne tous les rapports lettrés. Et ensuite, vous avez les balances âgées. Vous avez la possibilité de faire la balance sur les dettes, les créances, et vous avez le choix aussi de sortir cette balance, les rapports liés aux balances âgées, sur les créances et puis sur les clients et fournisseurs. Par exemple, quand vous voyez ici, il vous sort déjà un rapport de balance âgée que vous pouvez exporter en PDF. Hein. Si par exemple à Damo, on voit clairement que sa créance, d'accord, excède 60 jours. D'accord? Et actuellement, est échu, je veux dire, est échu déjà à plus de 60 jours. Entre 60 et 90 jours, c'est déjà échu. Et donc, on voit clairement qu'il y a un retard de paiement. Donc, la Cour fait 31 000. Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour suivre les différentes créances et les dettes. Et ça permet aux dirigeants de connaître l'état de leur trésorerie, lié à l'état du recouvrement, quoi, je veux dire. Ensuite, vous avez les plans de tiers. Ici, le plan de tiers est très important. D'abord, avant le plan de tiers, nous avons le module de votre consolidation. Donc, vous pouvez comprendre ici clairement que de la consolidation, vous pouvez euh, consolider plusieurs dossiers, plusieurs agences ou plusieurs structures qui sont sous vous, tant que ces structures partagent le même plan comptable, que cela soit le site Quadra révisé ou le site BNL. Vous avez le choix d'appeler ces dossiers-là, les différents dossiers que vous voulez consolider. Vous donnez référence à la consolidation, la période que vous voulez consolider et vous ajoutez. Quand vous ajoutez, vous pouvez éditer les états comptables consolidés. Vous pouvez éditer également les états financiers consolidés.
dans le logiciel, directement sans aucune procédure difficile. Donc voilà. Ensuite, vous avez le module immobilisation. Ici, comprenez que le module immobilisation va vous permettre d'ajouter les immobilisations. Il va vous faire proposer un plan d'amortissement, des tableaux d'amortissement instantanés et vous sortir les rapports d'immobilisation directement dans le logiciel. Et quand vous allez voir plus tard, les rapports d'inventaire, les inventaires sont également en mode automatique ici. Je vais vous l'expliquer plus tard quand je serai dans le module de stock. Donc, vous voyez clairement ici les immobilisations, les différents rapports, les calculs des amortissements. Vous pouvez annuler les écritures de dotation d'amortissement. Vous pouvez ajouter une nature d'immobilisation ou la liste des natures. Donc, voilà. Ensuite, il y a le plan de tiers. Le plan de tiers est un élément important. À chaque fois que vous évoluez, vous devez créer le tiers, que ce soit un fournisseur avec ses références. Par exemple, là, je peux créer un tiers. Je vais la référence, le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la catégorie de tiers, si c'est un tiers client, fournisseur, personnel ou autre, etc. Donc, c'est ce tiers qui est créé, ces tiers qui sont créés, c'est que les différents utilisateurs verront lorsqu'ils veulent, ils veulent passer par exemple des engagements dans le module de comptabilité budgétaire, lorsqu'ils veulent faire des paiements dans le module de trésorerie, lorsqu'ils veulent payer les salaires dans le module de ressources humaines, et lorsqu'ils veulent faire entrer des stocks euh, dans le module de comptabilité matière, etc., etc., etc. Donc, c'est très important d'avoir la liste de vos tiers et de les mettre à jour régulièrement. Donc, c'est ici que cela se fait. Ensuite, il y a le module édition. Dans le module édition, vous pouvez éditer vos états comptables. Tous les états comptables exigés par la loi sont disponibles dans le logiciel, partant du grand livre général, grand livre analytique, budgétaire, lettré, le fichier des écritures comptables, la balance à 4, 6 et 8 colonnes, l'opération des petits, et vous avez débitrice, l'opération débitrice ou créditrice, vous avez le choix de les éditer en avant, en mode avant résultat ou après résultat. Vous avez le mode d'édition qui peut être en affichage à l'écran ou généré en PDF ou d'autres modes même en Excel, la date, début période et fin période, la famille des comptes, dont vous circonscrivez les comptes, faites un contrôle sur les comptes que vous voulez éditer. Et si c'est des états consolidés que vous voulez, vous choisissez la référence de la consolidation qui avait été faite au préalable. Et donc, quand vous le choisissez, vous éditez, il va vous afficher ces éléments-là. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un journal ici, clairement, à travers ce champ. Vous voyez, quand vous ajoutez le libéré, vous ajoutez le type de journal, clairement, et il va vous permettre d'avoir ces journaux et de pouvoir travailler dedans. Le plan comptable aussi, au niveau des comptes, vous pouvez ajouter un compte, vous pouvez éditer le plan comptable et voir visualiser la liste des comptes. Donc, ici, au niveau des écritures, vous avez la possibilité de faire une écriture, de passer une écriture. D'accord? Ici, il faut notifier que tout est paramétré en fonction des différents droits. Par exemple, nous, on a pensé dans ce logiciel que le comptable peut passer des écritures. Quand il fait des écritures, je veux dire, le chef comptable peut approuver ces écritures et le directeur administratif financier, le DAF, valide ces écritures. Maintenant, selon les droits, on peut organiser ça comme on entend et comme on veut. Donc, ici, clairement, vous voyez, quand je fais une nouvelle écriture, il me ramène dans le journal, je sélectionne le journal, les références et tout, la date. Et ici, vous avez toujours la possibilité, et partout dans le logiciel, de pouvoir rattacher un fichier à votre écriture comptable ou des fichiers à votre écriture comptable qui seront consultables à tout moment et à tout temps. Voilà. Donc, vous pouvez faire de la ventilation budgétaire, vous pouvez ventiler sur un certain nombre d'éléments, par exemple sur le budget lui-même, sur les postes budgétaires, sur les sources de financement, sur les récipiendaires ou sur la zone géographique. Et voilà quoi. Donc, ensuite, je parlais tantôt des écritures automatiques. Ici, il y a un certain nombre d'écritures automatiques qui sont toujours là. Par exemple, là, vous voyez, il me dit j'ai 22 écritures automatiques en attente, décomposées en engagement, 10 écritures en engagement, 10 et 5 écritures de paye clôturée, 5 écritures de paye réglée, d'encaissement, 2 écritures d'encaissement, 2 en décaissement, 2 en virement. Ça, c'est des éléments que les différents acteurs ont essayé par le comptable engagement a dû
prendre 10 engagements qui sont reversés ici en écriture de charge qui revient au comptable de voir. Par exemple, on va visualiser ça. Vous voyez, voilà, il me dit premier engagement, contrat, il y a un contrat qui a été pris, qui a été passé le 10 septembre 2023 pour un montant de 120 000. L'objet, c'est construction. Le tiers, c'est Adamo. Et ensuite, le compte de tiers qui est concerné, c'est le 41 et me propose de générer l'écriture. Une fois que l'écriture est générée, vous allez voir, il va passer l'écriture automatiquement il va reverser l'écriture dans la comptabilité. La même chose au niveau de paye clôturée, la même chose au niveau de paye réglée, et la même chose au niveau des encaissements. Par exemple, la trésorerie, au niveau de l'encaissement, la trésorerie a dû passer réglée. Ce monsieur-là, Ibrahim Mohamedou, il a réglé, il a fait un montant encaissé pour 100 000 francs et l'écriture est totalement automatiquement générée ici. Donc, quand je fais l'écriture, c'est-à-dire qu'il propose l'écriture ici pour que nous devons générer. Donc, vous voyez clairement qu'ici, il a débité 561 et il nous propose de créditer le compte qui nous convient pour pouvoir remettre ça dans la comptabilité. C'est comme ça que le logiciel fonctionne. Donc, le comptable, il a instantanément les différentes opérations qui sont faites dans les différentes directions. Et lui, il suit ça en fonction des conditions qu'il a générées ses écritures pour que sa comptabilité soit mise à jour automatiquement. Donc, voilà, je peux aussi consulter ici le, les différents je peux consulter ici la liste des écritures, voilà. Donc, je vais ici, dans la liste des écritures, je peux demander au logiciel de m'envoyer les écritures les plus récentes ou toutes les écritures, ou bien les écritures approuvées qui sont en attente d'approbation ou les écritures qui sont en attente d'être validées. Donc, si je mets toutes les écritures, par exemple, il va m'amener toutes les écritures qui sont dans le logiciel. Donc, les écritures qui sont déjà approuvées, qui sont déjà validées, vous les voyez. Par exemple, là, vous voyez clairement que ici, il y a eu 62 Canadiens qui ont été débités contre 401. D'accord? Mail concept pour un montant de 2 millions. Le statut de l'écriture, c'est une écriture déjà validée. La contrepartie, ils nous proposent ça automatiquement. Le journal de vente, c'est le genre dans lequel l'écriture a été passée, la description, l'imputation budgétaire. Là, par exemple, l'écriture a été imputée sur le budget, sur la ligne 1111110. L'imputation analytique, ça c'est pour la comptabilité analytique, la comptabilité des coûts. Et puis l'imputation PTA sur le PTA, parce que ici, nous avons la possibilité, dans ce logiciel spécialement, de pouvoir ventiler les charges ou des produits sur le PTA. Ce qui éviterait que les rapports des RSE, des résultats sur évaluation soient différents du rapport des financiers. C'est comme ça que ça a été fait. Donc, je peux copier l'écriture, comme je peux imprimer la fiche d'imputation, par exemple, là, ou comme je peux visualiser l'écriture, ou bien modifier l'écriture, ou bien la supprimer. Donc, quand je fais, par exemple, la fiche d'imputation, je vais profiter pour vous montrer rapidement une de nos éditions dans ce logiciel-ci. Voilà. Ici, par exemple, quand vous voyez que chaque édition, il y a toujours un code barre, un code QR, je veux dire, qui authentifie l'édition avec l'adresse et un certain nombre d'informations. Ouais, ça, c'est une fiche d'imputation numéro VTE5 du journal vente. Donc, voilà l'écriture qui est ici, d'accord, avec tous les détails possibles. Et voilà l'imputation budgétaire qui a été faite. Et il va vous montrer aussi directement d'autres éléments pour authentifier l'écriture. Par exemple, là, vous voyez, il vous montre, euh, voilà, il vous montre en bas de page, édité du logiciel Innova ERP le 13 janvier 2025 à 20h01 minutes par Salle Innova pour test 1. Donc, comme ça, ainsi de suite, il va vous authentifier chaque écriture. C'est une des particularités de ce logiciel. Donc, je pense que j'ai fait le tour du module de la comptabilité. Nous allons passer au module budgétaire, le module de comptabilité budgétaire. D'entrée, il y a toujours un tableau de bord, comme vous le voyez ici, le nombre de budgets, parce que c'est un logiciel multi-budget, le nombre de postes budgétaires, c'est un logiciel, vous pouvez paramétrer autant de postes budgétaires comme vous le voulez. Les engagements juridiques, il y a eu 13 engagements juridiques qui ont été pris, parce que notre approche, c'est que l'approche de ce logiciel, c'est que les engagements qui sont pris dans le module budgétaire sont des engagements juridiques. Quand elles viennent, ces engagements sont reversés en comptabilité. Ce sont des engagements comptables. Et à la fin, le comptable peut aussi prendre, quand c'est réglé, ce sont des réalisations. Et le comptable peut générer les écritures de réalisation
quand le trésorier paye. Et ces écritures sont passées automatiquement, sont générées automatiquement par le comptable lorsqu'il voit ça. Les sources de financement, nous en avons sept qui ont été les objectifs, les prévisions, les engagements et les réalisations. Et un graphe nous est proposé qui est ici par un graphe croisé entre les prévisions, les engagements et les réalisations. Nous voyons clairement que entre 2022 et 2023, il y a eu un pic en 2023 au niveau des prévisions. Et ces prévisions ont été engagées légèrement, beaucoup plus bas, et ont été réalisées très, très, très légèrement en dessous. Et donc, vous voyez également les sources de financement que nous voyons ici en termes de sources de financement. Vous voyez les différentes sources de financement, comment ont été réalisées, comment les sources de financement ont évolué, vous les voyez clairement. Donc, vous voyez, dans le paramétrage, vous pouvez ici paramétrer les différents objectifs que vous voulez suivre dans ce budget, les différents bailleurs et leurs sources de financement, les différentes catégories, les récipiendaires. Ici, l'approche pour les récipiendaires, c'est l'approche du fait-fait. C'est-à-dire que nous avons une ONG dans une localité qui fait déjà l'activité que le projet voudrait aller réaliser. Alors, il se trouve que ce projet va définir une convention avec cette ONG qui va relayer ses actions sur le terrain. Donc, c'est un ONG qui devient un récipiendaire dans notre approche. Nous devons pouvoir suivre sur cette ONG les différents engagements et les différentes prévisions qui ont été réalisées sur elle et les réalisations que cette ONG a pu faire. Donc, nous pouvons également suivre notre budget par zone géographique et nous avons aussi le devoir de mettre en place les signataires ici. Donc, c'est très important de bien paramétrer le budget pour un bon suivi. Bon, il y a le module besoin stock que j'avais expliqué auparavant. Donc, une fois que ceci fait, de bien paramétrer, nous pouvons maintenant créer notre budget. Donc, vous prenez le budget, c'est un logiciel multi-budget, comme vous pouvez le voir ici, par exemple. Ici, j'ai un budget que d'une périodicité semencielle. Il y en a, nous avons également un budget d'une périodicité annuelle. Donc, autant de choses qu'on peut mettre en place dans le module. Et nous pouvons suivre les différents rapports. Nous pouvons indiquer le budget. Nous pouvons éditer le budget, nous pouvons éditer le suivi budgétaire, le rapport financier, les différents rapports financiers détaillés, rapports financiers détaillés, le suivi financier détaillé, autant de choses que nous pouvons suivre. Nous pouvons les suivre par objectif ou par catégorie, ou nous pouvons les suivre par source de financement. Nous pouvons faire un contrôle sur la période ou les éditer en PDF ou bien les afficher dans le logiciel. Et puis voilà. Et en termes d'engagement, il est important de se notifier que nous pouvons prendre des engagements sur la base des contrats et des engagements sur la base du bon de commande. Voilà. Donc, il va jusqu'à éditer le bon de commande pour vous. Donc, quand vous le prenez, il va tirer ça directement sur le compte. Par exemple, là, je crois qu'il y a eu un bon de commande qui avait été attaché dans cet engagement qu'on peut éditer et voir à quoi cela ressemble. Voilà, par exemple, un bon de commande, toujours le code QR, comme je le disais, et puis voilà, d'autres informations qui sont liées à ce bon de commande-là. Donc, je pense que on va passer au module comptabilité matière. Donc, nous allons continuer avec le module de gestion de stock, la comptabilité matière. Alors, au niveau du paramétrage, ici, nous avons l'obligation de faire un certain nombre de paramétrages avant de pouvoir bien utiliser le logiciel. Nous devons configurer les mesures de stockage, tant entendu que les mesures d'entrée peuvent ne pas être les mesures de sortie. Donc après, il y a des taux de conversion que nous allons mettre en place pour le suivi. Donc il y a, comme vous le voyez, donc la référence, le libellé, le signe, il faut le mettre. Ensuite, dans le même module toujours, euh, on peut faire, on peut configurer, bon, ici, c'est ici qu'on fait la clôture du stock, c'est-à-dire à la fin de l'année, une fois que les inventaires sont faits et tout est OK, on peut clôturer le stock pour ne pas que quelqu'un puisse l'utiliser, puisse venir tripaturer des choses et tout. Donc, et rouvrir un nouvel exercice. Donc, après, il y a les méthodes de calcul de coûts, le CUMP, le FIFO, le LIFO, mais nous avons rendu ça libre, de sorte que à l'entrée d'un stock, le stock entre avec une valeur
et le même stock peut rentrer avec plusieurs valeurs. Et à la sortie, l'utilisateur a le choix de, de la valeur à laquelle il voudrait sortir son stock. Donc, après ce module, il y a le module, il y a toujours la fonctionnalité liée aux signatures, aux signataires. Donc ici, vous pouvez configurer toujours les signataires et en configurant les signataires, en ajoutant par exemple un signataire, nous avons la possibilité, bien évidemment, de choisir les éditions sur lesquelles il doit intervenir, l'ordre de sortie ou l'ordre d'entrée. Ensuite, il va falloir configurer les différents fournisseurs de la plateforme. Voilà, donc les différents fournisseurs qui interviennent, la référence, le nom. Ensuite, il va falloir configurer les entrepôts, les différents magasins. Voilà, par exemple ici la référence, le nom, l'emplacement du magasin, le responsable du magasin, la direction qui concerne, qui gère le magasin. Toutes ces informations sont en réalité tirées du module des ressources humaines. Donc, tout ça est déjà configuré à la base dans le module des ressources humaines. Ensuite, je vais parler des responsables de direction. Hein. Ensuite, au niveau, il faut configurer également les bureaux. Euh, Ici, les références, le numéro, le nom et les services. Il faut pouvoir configurer les bureaux dans lesquels les différents stocks ou matériels seront logés plus tard. Et il y a également les familles de matériel, d'accord? Ici, là, les différentes familles, non, et tout. Ça peut être les familles matériel de bureau, comme ça peut être famille matériel matériel informatique, etc. Donc, après la configuration des familles, euh, les différentes catégories également qui peuvent être configurées, les catégories des catégories de stock, d'accord? Comme par exemple la catégorie des, je vais dire, la catégorie des fournitures de bureau, par exemple. Et on va associer les familles à cela pour toujours bien catégoriser, bien référencer le type de stock dont nous avons à faire. Bon, ensuite, il y a les articles. Maintenant, il faut les créer un à un. Chaque article doit être créé. Chaque article doit être créé un à un. Là, la référence, nous avons la référence de l'article, le nom de l'article, la catégorie de l'article, la mesure d'entrée, comme je le disais tantôt. Par exemple, un article, je prends les papiers A4, par exemple, rentrent souvent en stock en carton et peuvent sortir en unité. Donc, le nombre de cartons, la mesure d'entrée, la mesure de sortie et la convertibilité sont des éléments qu'on met ici. Et il faut également configurer les seuils minimaux, d'accord? Les seuils minimums, je veux dire, et les seuils maximales, d'accord? Les seuils minimum et le minimum et le seuil maximum. Tout ça, ça permet de pouvoir avoir des alertes sur ces stocks-là. Donc, c'est très important de bien les configurer. Une fois que ceci fait, on peut faire des opérations d'entrée en stock. Comme vous le voyez ici, quand je vais ajouter une opération d'entrée en stock, j'ai la possibilité de choisir la référence, le numéro d'ordre, la date d'entrée, les fournisseurs concernés, l'entrepôt, et je peux toujours attacher la facture, le bordereau d'entrée ou le bordereau de livraison, etc. Toute pièce comptable qui permet de justifier l'opération. Le numéro de la facture ou du bordereau et une description. Une fois que les informations de la pièce sont prises en compte, je peux ajouter l'information, je peux ajouter le stock lui-même, l'article, la quantité, le prix unitaire et même la source de financement pour pouvoir suivre tout ça à la fin. Donc, ça, c'est pour les entrées en stock. Après, je peux faire les sorties de stock. D'accord? Je ajoute une sortie de stock et c'est au niveau de la sortie de stock qu'on peut identifier le type de stock, si c'est un stock d'immobilisation ou un stock ordinaire. Comme vous le voyez ici, le numéro d'ordre, le stock, le type de stock. C'est le stock ordinaire ou stock d'immobilisation. Ça permet de suivre ces deux catégories de stock individuellement. Donc, le type, choisir le type de sortie de stock, d'accord? Si c'est un transfert de stock, si c'est une affectation à un bureau, si c'est une affectation à un utilisateur, une vente, ou une destruction ou une démolition. C'est autant de choses qu'il faut choisir, la façon dont, c'est quel genre de sortie de stock. La date de sortie, l'entrepôt initial, d'accord?
dans laquelle l'entrepôt, dans lequel le stock est en train d'aller, le motif et la description. Voilà. Donc, ensuite, vous ajoutez l'article, tout simplement. Et ici, il n'y a aucun article, donc c'est pas activé. Sinon, nous activons, nous prenons le type d'article. Alors, une fois que ceci fait, nous avons la possibilité d'aller vers les différents rapports, par bureau les inventaires, d'abord au niveau des inventaires. Les différents rapports, nous les trouvons au niveau des éditions. Donc, au niveau des éditions, nous avons les fiches de stock, les mouvements de stock, les éditions sur le stock final et l'état du stock. Tout ça est fait en valeur et en quantité. Donc, vous avez instantanément dans ce logiciel la valeur de votre stock selon la date à laquelle vous voulez éditer votre stock. La valeur en quantité et la valeur en coût, je veux dire. Donc, très important pour l'évaluation du stock. Enfin, le dernier module, c'est dans le stock, c'est le module des inventaires. Ici, vous programmez un inventaire et lorsque vous programmez un inventaire, ajoutez une section d'inventaire, vous avez au choix la référence, le numéro, et vous mettez la date. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité, il y a un code QR, puisque toutes nos éditions, d'accord, le truc qu'on appelle l'immobilisation, par exemple, là, sont éditées, estampillées par un code QR. Donc, c'est ce code QR qui est souvent, qui peut être tagué avec un lecteur de code QR ou c'est pas un appareil photo dans un téléphone et il programme, il fait le comptable automatiquement du stock qu'il trouve dans le bureau ou bien dans un entrepôt. Et il vous permet d'avoir un état de stock, un inventaire automatiquement et fait le pointage et vous donne également la différence, le, il vous donne également le stock physique et les cas qu'il a constaté. Voilà pourquoi vous allez voir ici le code QR, les types de sortie, l'entrepôt final, le bureau, le bénéficiaire, le collaborateur, le stock informatique, le stock physique, les cas et l'estampillation. Donc, pour retenez que ce logiciel vous permet de faire un inventaire physique sans pour autant compter un à un, mais à travers le tag, la possibilité de taguer juste le code qui est estampillé sur chaque immobilisation et vous fait la compagnie vous reverse tout ça dans un tableau et vous pour permettre d'avoir le stock physique réel et il fait la comparaison de ce stock physique réel avec le stock informatique ou le stock virtuel et vous sort les cas. Donc vous n'avez plus besoin d'aller compter un à un. Donc c'est un inventaire automatique et ça c'est une particularité de ce logiciel. Alors donc je vais m'arrêter là pour ce qui est de logiciel de comptabilité matière pour passer finalement sur le logiciel je vais aller sur le logiciel de gestion de personnel. Voilà. Donc, dans le logiciel de gestion de personnel, comme je l'ai lancé, vous le voyez, il y a toujours le tableau de bord qui est ici. Ici, vous voyez le tableau de bord, nous voyons le nombre de catégories, le nombre de collaborateurs, les rubriques salaires, les pays non réglés, les congés proches, les plans de formation en approche, les congés en approche, les collaborateurs en congé. Et donc, vous voyez tous ces détails-là dans le tableau de bord. Le coût total des formations pour les 600 cours. Et enfin, vous allez voir les graphes qui sont bien détaillés ici aussi. Vous avez le coût total des formations par mois pour les 600 cours, le coût total des formations par an, l'évaluation des salaires par mois, et puis le cumul des salaires par mois. Vous voyez les salaires moyens mensuels, l'évolution de l'impôt sur traitement et salaires par mois. Vous voyez l'évolution des heures supplémentaires par mois, le nombre de contrats arrivant à terme, 6 mois, tout au moins, il vous donne la lettre. Vous voyez tout ça clairement dans ces graphes. Les collaborateurs, vous voyez le genre, par un graphique qui montre le nombre de femmes, le nombre d'hommes. D'accord? Donc, aussi clairement en comparaison, vous voyez les collaborateurs en fonction de leur âge. Nous voyons clairement dans ce paramétrage qui est ici que le personnel est jeune. Le personnel le plus nombreux, c'est entre 25 et 29 ans. Et donc, vous voyez ça clairement comme ça, que c'est un graphique qui est bien explicite. Donc ici, comme vous le savez, il y a toujours un paramétrage de base qu'il faut faire avant de pouvoir utiliser aisément le logiciel. Donc, il y a
la configuration. Vous devez pouvoir configurer les assureurs, les différents assureurs que vous avez, les banques qui sont dans lesquelles les salaires sont virés et tout. Vous pouvez ajouter d'autres configurations de base, de configuration générale, ajouter les différents services, les différentes sous-directions, les différentes directions, les différents motifs d'absence qu'il faut que vous avez, les grades. Vous configurez tous vos grades ici. Et une fois que tout ceci est configuré, vous pouvez maintenant configurer également, et il est très important de configurer les différentes rubriques. Voilà, vous voyez les rubriques de vos salaires. Vous les configurez, ça vous permettra à un moment donné de pouvoir configurer les catégories. Et c'est les catégories qui vous permettront. Bon, bref, on va y arriver. Ici, vous voyez par exemple, j'ai configuré un certain nombre de bases de rubriques sur salaire. Vous avez le libellé, ORTB, l'avance sur salaire, les heures supplémentaires, l'allocation de véhicule, tout ça, nous avons configuré. Donc, vous avez, la liste n'est pas limitative, elle est ouverte. Alors, ensuite, une fois que les rubriques sont configurées, vous avez vous configurez également je vais dire, vous pouvez configurer les autres éléments, comme j'avais dit ici tout à l'heure, les directions, les grades, vous configurez ces directions, ces grades-là. Ensuite, après configuration des rubriques sur salaire, vous pouvez recruter du personnel. D'abord, avant de recruter le personnel, vous devez configurer les différentes catégories, qui soient des catégories que vos salariés soient configurés, soit des salariés, soit configurés en fonction de la convention collective qui régit votre structure, en A1, A2, A3, ou bien en cadre supérieur, cadre A, cadre B. Donc, c'est ici que vous configurez, ou bien en CVA. Donc, vous configurez les catégories et leur niveau d'études. D'accord? Dans la référence, nom, le niveau d'études. Une fois que c'est configuré, ces catégories, c'est ces catégories que vous allez rattacher à chaque collaborateur qui sera recruté plus tard. Donc, par exemple, là, le collaborateur, je veux ajouter un collaborateur. Par exemple, celui-ci, et vous avez la possibilité, en ajoutant le collaborateur, d'accord, un certain nombre d'informations qui sont propres au collaborateur, son identifiant, la date de naissance, téléphone, comme vous le voyez ici, le grade, le dernier embauchage, les mois début de l'ancienneté pour connaître l'ancienneté de l'employé, pour calculer de, le nombre d'années qu'il reste pour atteindre la retraite, etc., etc. Et vous sélectionnez également la banque, sa banque, le numéro de son compte, le numéro de compte bancaire, le compte de tiers qu'on va trouver en comptabilité pour pouvoir attacher tout son paiement à lui, le nombre de jours de congé à reporter, et vous pouvez browser, c'est-à-dire vous pouvez attacher sa photo à son dossier personnel. Et donc, à partir de cet instant, vous pouvez avoir souvent affaire à la liste du personnel de votre entreprise. Vous pouvez l'éditer. Je vais voir ici. Voilà, vous pouvez éditer la liste du personnel. Vous pouvez exporter cette liste-là, chacun avec sa photo et c'est les informations qui sont liées à chacun. Donc, ensuite, bon, j'ai parlé des postes, voilà, ça c'est les différents postes, les différents services qu'on a pu configurer à l'intérieur. Euh, les contrats, ici, vous pouvez également, une fois que le collaborateur est recruté, vous pouvez paramétrer maintenant son contrat. Donc, c'est ici qu'il faut faire le paramétrage du contrat et rattacher même le contrat d'ailleurs, la référence, le type de contrat, le collaborateur, la date début, date fin, le poste, et la pièce justificative de son recrutement. D'accord? Et vous faites une description et vous enregistrez son contrat qui sera rattaché à sa personne. Il faut dire ici qu'on peut rattacher plusieurs contrats à un seul collaborateur selon certaines spécificités qui sont liées à certaines sociétés ou certaines structures. Voilà. Ensuite, vous pouvez également, avant d'arriver là, voilà, vous pouvez également faire paramétrer, d'accord, suivre un planning de congé
D'accord? Vous avez les types de congés, vous les paramétrez ici, les congés, et puis vous faites un point de, vous paramétrez les congés, et vous pouvez faire un point de congé à la fin. Et donc ici, par exemple, vous planifiez votre congé, les congés qui sont proches, en approche, vous les verrez en couleur rouge, les congés en cours, les congés terminés. Donc tout ça sont des éléments que vous pouvez suivre pour suivre les différents congés. Et à la fin, vous avez un point de vos différents congés qui sont bien clairs. Le point des congés sont là et c'est suffisamment clair. Vous voyez, les congés total dus, par exemple, sur Adam Smith, le total pris en 2022 jusqu'en 2025. Donc, on reste toujours du devoir 10 jours, ainsi de suite. Sans oublier que chaque mois, selon le code du travail, 2 jours ouvrables sont ajoutés au personnel recruté, quoi. Voilà. Donc les absences aussi sont suivies ici. Les différentes absences, vous les suivez. Donc quand j'ajoute par exemple une absence, je décide si c'est le motif de l'absence, le collaborateur, le document qui prouve son absence, le type d'absence d'abord, et etc. Si c'est une absence justifiée ou non justifiée. Si c'est justifié, il n'y a pas que c'est non justifié, on a la possibilité de le retenir du salaire si c'est paramétré ainsi. Ensuite, différentes mobilités qu'il y a aussi dans la société, les changements, les affectations, vous les suivez ici, changement d'échelon, le plan de formation, l'historique de chaque collaborateur. Donc ici, vous avez la possibilité clairement dans l'historique de voir sur chaque collaborateur ce qui sont l'évolution de sa vie professionnelle. Si même il y a eu un accident de travail et puis s'il a eu des enfants sur son parcours, tout ça, c'est répertorié dans son dossier collaborateur. Vous voyez, donc titre pour le titre, la description, le collaborateur, et vous pouvez ajouter euh, vous pouvez ajouter à la liste des événements, quoi. C'est l'événement référence, le type d'événement qui est arrivé, d'accord, la date de l'événement, le collaborateur, concerné la description. Et tout ça, quand vous le faites, quand vous tirez la fiche du personnel, vous avez les événements qui sont intervenus sur sa durée, dans sa carrière. Qu'elle soit une carrière de 30 ans, 25 ans, 40 ans. Vous avez tous les détails sur sa carrière. Ensuite, vous avez également le module des objectifs. C'est ici qu'il faut paramétrer les objectifs et assigner les objectifs à tout un chacun et faire les annotations. Ici, il faut retenir que les annotations sont effectuées en fonction des pourcentages. Par exemple, le N+1 va noter le N, et le N va noter le N-1, c'est-à-dire le directeur, par exemple, va noter son DGA, et son DGA va noter le DAF va noter son chef comptable, le chef comptable va noter les comptables, et ainsi de suite. Et donc, il est attribué des pourcentages de niveau d'atteinte des objectifs. Par exemple, 0,25%, 25 c'est à 50, 50 à 75%, ainsi de suite. Ensuite, on a la possibilité de faire un état de paie ici et ou bien de programmer une paye. Donc, quand je vais préparer une paye, donc j'ai la possibilité de prendre la référence de la paye, la description, la date et les différents contrats que je veux payer. Et quand j'ai fini ça, il va m'envoyer je fais ça, il va m'envoyer vers un autre, oui, je dois mettre la date de la paye, date début, euh, je sais pas, je fais ça, euh, donc, le mois que je vais payer, je sélectionne le mois, je fais décembre par exemple. Une fois que tout ça fait, il va m'envoyer vers. Donc, une fois que tout ça fait, il va m'envoyer vers notre module pour pouvoir continuer le paramétrage de la paye. Et donc, il faut retenir que cette paye sera reversée dans la comptabilité et sera la charge, les différentes charges seront reversées dans la comptabilité par, par personnel ou de façon regroupée. Donc voilà. Donc après, nous avons les différentes éditions qu'on peut effectuer sur le personnel, les éditions globales. Par exemple, là, on veut éditer pour cette direction, ou sous cette direction, les 16, la tranche d'âge et tout, un certain nombre d'informations liées à ce personnel-là.
leur photo, la référence, les fins de tiers catégorie, les grades, nom, prénom, la date de naissance, les diplômes. Donc, un dossier de personnel par direction ou sous-direction ou par tranche d'âge ou par type par genre. On peut éditer tout ça. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce module, sans oublier les livres de paye qui sont tous ces éléments-là, qui sont les éléments qu'on retrouve dans les états de paye ici. Donc, quand j'ai un état de paye, clairement, ici, je peux sélectionner l'état de paye, c'est parce que ici, aucune paye n'a été enregistrée, sinon, nous sélectionnons ça et nous allons vers les états de paye liés à cela. Donc, je voudrais aller directement sur le module, euh, sur un autre module qui est aussi important que les autres, le module de trésorerie. Donc, ici, vous voyez clairement que le module de trésorerie euh, il est affiché clairement également les autres éléments, c'est-à-dire les autres éléments du tableau de bord, le nombre de virements internes, le nombre de décaissements, et puis le nombre de trésoreries qui sont paramétrés, le nombre d'encaissements, et le graphe clairement ici que vous voyez, un graphe croisé sur le nombre d'encaissements, le nombre de décaissements, le nombre de virements internes, le nombre d'encaissements de virements internes. Vous le voyez clairement pour faire des analyses. Ici aussi, c'est un autre graphe des éléments quantitatifs des opérations de trésorerie par banque. D'accord? Tout ce que je dis là, c'est pas banque, hein. Pas trésorerie, je veux dire quoi. Donc, les analyse financière des opérations de trésorerie, le montant encaissé, le montant décaissé, le montant encaissé par virement interne. Donc, il vous fait tous ces rapports-là, sans oublier les total des financiers des opérations de trésorerie par banque. Donc, voilà un peu le tableau de bord du module de trésorerie. Donc, ici, il y a forcément le module de besoin en stock revient toujours, hein, si vous vous rappelez, on en a parlé au départ. Il consiste à, à pouvoir faire adresser un besoin en stock au comptable matière pour pouvoir être approvisionné. Donc, ici, la configuration de base, comme on l'a vu précédemment, nous devons pouvoir ajouter les natures des trésoreries, ajouter les types de recettes courantes, et on peut consulter la liste des recettes et des dépenses courantes. Ensuite, pouvons configurer les trésoreries. D'accord? C'est ici, par exemple, vous voyez la date d'ajout, la désignation, les types de soldes initial, si c'est un solde initial débiteur ou créditeur, parce que l'objectif, c'est d'arriver à avoir des brouillards de caisse ou des trésoreries de banque instantanément. Donc, tout ça permet de faire un contrôle de caisse quand nous avons au besoin. Donc, tout ça, vous devez vous rappeler que tout ça est viré à chaque fois que la trésorerie paye l'opération est déposée en comptabilité, en écriture en attente et il revient au comptable de pouvoir générer ces écritures-là. D'accord? Donc, ensuite, dans les nouvelles, ici, on peut faire les nouvelles trésoreries, c'est-à-dire les différents, les opérations de trésorerie. Par exemple, là, je peux faire un encaissement ou faire un décaissement pour payer quelqu'un. Je peux aller directement là, donc je décide la référence, la date, la trésorerie dans laquelle je veux faire le décaissement. Je choisis, par exemple là, et donc le type de dépenses que je voudrais faire ici, c'est des engagements. Donc quand je vais dans les engagements, il va m'amener toute la liste des engagements qui sont en attente, des engagements juridiques qui sont en attente d'être payés. Par exemple là, vous voyez, ça veut dire que le budgétaire avait passé, ou bien le responsable de passation des marchés a passé des contrats en entretien locaux, ici par exemple, entretien des bureaux, et les montants viennent, donc je sélectionne le pourcentage de montant que je voudrais régler. Le statut du règlement est défini, ça c'est un engagement soldé ou bien règlement partiel. Et il joue toujours une pièce comptable qui justifie le paiement. Donc si ce n'est pas le cas et que c'est juste un engagement, un paiement libre, il définit comment il veut faire le paiement et la pièce qu'il voudrait payer. Si c'est le personnel qui voudrait payer, il définit la liste du personnel avec ce qui est dû et il définit les pourcentages de règlement clairement comme ça, et ça lui permet d'avoir un point de caisse ou de trésorerie immédiat et instantané. La même chose pour les décaissements. Pour les encaissements, vous pouvez faire un encaissement ici clairement. Et ensuite, les virements internes également sont bien organisés. Vous pouvez prendre l'argent d'une banque pour alimenter la trésorerie, la caisse, de la caisse A à la caisse B,
tous ces éléments, l'origine, la destination, vous voyez clairement, et vous pouvez toujours le motif, vous pouvez toujours attacher une pièce comptable comme c'est dit clairement, on a vu clairement ici. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des éditions l'État, vous avez la possibilité de sortir des brouillards de caisse, par exemple, le mode d'édition à l'écran ou bien générer en PDF, la date la période. Faites un contrôle sur la période, le type d'édition. Si c'est des opérations d'électrice ou trading, mais toutes les opérations, vous les choisissez. La trésorerie concernée, vous choisissez. Le compte de tiers concerné, le tout, ou bien vous définissez le compte de tiers sur lequel vous voulez suivre les opérations. Et vous faites en afficher et il va vous afficher tous ces rapports-là instantanément, soit initial, soit final, entrée, sortie et sortie finale. Donc voilà à peu près ce que je peux dire sur le module euh, de, de trésorerie. Nous allons passer enfin à la suite de tout ça au module de gestion des missions, qui est un module très important. Ou alors, avant d'arriver là, nous allons faire aller vers le module de trésorerie, passation de marché. Oui, le module de passation des marchés qui est un module également aussi important que les autres. Ici, il faut retenir que le responsable, c'est un module qui est destiné au responsable de passation de marché qui peut paramétrer le PPM, le plan de passation de marché, ou l'importer, d'accord, comme vous le voyez ici, les types de marché, la situation de marché, les méthodes de sélection, tout ça est configuré en fonction du code des marchés du pays dans lequel nous déployons la solution. Donc, les méthodes, d'accord, d'opération, on peut importer les versions de PPM ici, les étapes d'opération, le modèle d'opération, les types de points étapes et les prestataires, tout ça là sont des éléments qui sont ici. C'est des éléments d'édition qu'on pourrait avoir. Ensuite, une fois que c'est fait, il y a un module qui gère également les recours. Donc, les notifications, il vous gère juste jusqu'aux notifications, les contrats en retard, les contrats avec date de fin prévue imminente, les états de contrat en retard. Il vous donne tout ça en fonction de la date du jour, quoi. D'accord? Et du paramétrage que vous aurez fait. Donc, au niveau du marché, vous avez la possibilité d'ajouter, d'importer des marchés. D'accord? Comme ici, vous voyez, vous choisissez choisir un ppm, on peut charger on peut charger plusieurs ppm. Donc, il va vous mettre le modèle de passation. Vous choisissez le modèle de passation et vous chargez le fichier qu'il faut, qui permet de suivre tout ça. Ensuite, les contrats également, vous pouvez paramétrer également les contrats ici, liés à chaque marché. D'accord? Vous pouvez attacher le contrat lui-même au marché et suivre tout ça. Par prestataire, le numéro du lot, la date de début, fin. Tout ça permet de paramétrer les contrats et de suivre les notifications. D'accord? Comme on l'a vu un peu plus haut. Donc ensuite, il y a les recours également. S'il y a eu des recours, vous paramétrez les recours ici et vous avez la possibilité de faire des rapports. L'évolution des marchés, le rapport d'évolution des marchés, le rapport des points d'étape marché, les points de recours. C'est autant de choses que vous pouvez suivre directement ici. D'accord? Donc, voilà, je pense que pour ce module également, on a fait le tour dans son ensemble. Nous allons regarder le module de suivi et évaluation. Voilà. Dans ce module, c'est très important de comprendre que le suivi et évaluation, quand il est bien organisé, les indicateurs sont mis à jour au fur et à mesure et cela permet d'éviter tous les tripatouillages qu'on peut connaître avec SL dans ce secteur-là. Donc, vous voyez que clairement le paramétrage. Ici, il faut faire le plan stratégique. Les plans sectoriels sont des éléments qu'il faut paramétrer, les différentes directions, les sources de financement, les unités de mesure et les poids. Ça permet d'avoir les indicateurs tels que vous l'auriez voulu. Donc, tout est paramétrable. Ensuite, vous avez la programmation. Vous pouvez programmer votre PTA, comme on nous le voit ici clairement. Voilà. Donc, aucun plan stratégique n'est là. Donc, vous l'ajoutez et vous définissez tout ça au fur et à mesure. Et la date de démarrage, la date finale, vous définissez tout ça. Et ensuite,
Ouais, le plan stratégique, le plan sectoriel, les niveaux analytiques, tout ça, ce sont les éléments que vous définissez, les directions et services, les unités de mesure, comme je l'avais dit. Donc, ensuite, il y a les modules de programmation dans lesquels nous sommes allés tout à l'heure, on a vu le PTA, et les différents indicateurs sont également des choses qu'il faut paramétrer. Donc, il nous demande de paramétrer les indicateurs, le code, les libellés, le démarrage fait, et voilà, les niveaux analytiques, voilà, les différents indicateurs sont les éléments qu'il faut paramétrer, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, les différents rapports qu'on pourrait trouver dans ce module sont le rapport de PTA lui-même, que vous pouvez voir, mais bon, rien n'a été chargé là, jusque-là. Donc voilà à peu près ce que je peux pour vous présenter de façon sommaire. Mais comme je dis, tout ça sera documenté par une autre vidéo qui va aller plus dans les détails et qui pourrait être une vidéo qui va prendre en forme en termes des véritables informations pour pouvoir être faire l'objet de formation en formation dynamique. Voilà. Donc, je vais regarder également nous allons regarder rapidement le module de comptabilité analytique également. Ici, vous voyez les centres d'analyse. Vous pouvez paramétrer les différents centres d'analyse, les axes analytiques, les unités d'œuvre, les différentes matières. Et puis, ensuite, quand tout ça est fait, vous avez la possibilité de même il va jusqu'à aller vous calculer le résultat analytique. Vous pouvez le faire avec ce module-là. Vous pouvez calculer le résultat analytique par produit, en fait. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous définissez ce que vous avez besoin, des centres de cours que vous avez besoin de suivre. Donc ça, autant que vous voulez, c'est vous qui organisez tout ça. Parfois, c'est une étude qui amène à bien paramétrer ce type de logiciel. Donc, le code, le livret, c'est les différents centres de cours. Et les as analytiques également, vous les créez. Vous oubliez que les as analytiques sont, euh, euh, voilà. Vous voyez, par exemple, dans le code, le livret, le type d'as analytique, c'est un as analytique principal ou auxiliaire. C'est un centre d'analyse. Vous prenez les différents centres d'analyse que vous rattachez aux différents type as principal, je veux dire. Voilà, donc autant de choses qu'il faut pouvoir faire. Les unités de vous les suivez. D'accord? Ça peut être heures de main d'œuvre directe ou tout autre. Voilà. Donc, au niveau des matières également, vous les mettez, ça peut être M1, M2, c'est-à-dire les matières et les intrants qui concourent à la production. Donc, autant de choses que vous pouvez. Bref, c'est paramétrable autant que vous voulez et en fonction de ce que vous voulez suivre. Bref, il va quand même vous amener également jusqu'au résultat analytique, ce module-ci. Donc, à part ça, je pense que nous avons fait le tour, globalement, de tous les modules, tels que souhaité. Je voudrais vous remercier pour votre attention et vous dire à très très bientôt.